l'ascenseur du fond. À de suite. Bonjour Philippe. Oui, Comment vas-tu? content. Ah bah alors, fraîchement alors. Pas bien. Mais nous attendons Arnaud, je n'ai pas de contre-message seulement. Ça va, c'est sûr. Grand plaisir. Allô? Bonjour Arnaud, tu peux monter? Je t'en prie. Cher Arnaud, bonjour. Eh bien, mon cher Arnaud, Comment vas-tu? enchanté, hein, Arnaud, enchanté. Voilà, On s'est Arnaud déjà Delacroix. rencontrés virtuellement, Ah oui, mais je ne Parce suis que pas sûr qu'on s'est déjà j'ai rencontrés. expliqué à mon ami Patrick Delperdange que Ah oui. je te voyais Oui, aujourd'hui. lui, je l'ai déjà rencontré. Et il me dit, mais Arnaud, tu l'as déjà vu, on l'a déjà vu à la fois de lire tous les deux. À mon avis, oui, on a dû se croiser, Ça, c'est soit possible. du livre ou à Voilà. un ou l'autre événement de ce style-là, en tout cas. Tout à fait. Enfin, je tenais à ce que vous, je veux dire, soyez une fois en réunion chez moi, parce que vous êtes deux personnes que j'apprécie beaucoup, humainement en premier lieu, c'est comme ça qu'on s'est, je veux dire, croisé la première fois, c'était à la sortie d'un de tes bouquins, et nos deux regards se sont croisés, on s'est souri, on s'est parlé, et on a gardé un très bon contact depuis Ouais. lors. C'est vrai. Donc là, je dois dire, donc, Arnaud est déjà venu chez moi une fois pour faire une présentation de ses différents Ouais. ouvrages. Donc Philippe, mon beau-frère. Voilà. Donc l'occasion de vous présenter, c'était que j'ai vu il y a quelques semaines, je veux dire, un petit échange sur Facebook, où je dois dire, tiens, voilà deux mousquetaires qui sont en train de faire étinceler un petit peu la pointe des fleurets. Ce serait Je ne sais évidemment, même plus à quel sujet. moi non plus. Eh bien, Arnaud, c'était sur la Tiens. voiture électrique. Oh oui, ok. Ok, maintenant je reviens. Ça va. On sait plusieurs fois, on a plusieurs fois eu des échanges intéressants d'ailleurs, parce qu'avec une personne comme Arnaud, les échanges, même quand on n'a pas le même point C'est de vue, pertinent. c'est agréable. C'est agréable. et C'est pertinent. agréable parce qu'on sent qu'il y a du répondant, on sent que c'est pas la volée d'injures comme on peut voir C'est habituellement. souvent, Oh, carrément. terrible, c'est épouvantable, c'est épouvantable. Donc là, on sent du répondant et faire des petits échanges à fleurs et mouchetés avec des personnes comme Arnaud, je dois dire que c'est agréable. Voilà, heureusement, il n'y C'est- aura pas que ces échanges-là cet après-midi, mais disons, c'est l'occasion, d'ailleurs, c'est le thème un petit peu de l'enregistrement, ce sont des causeries que tu connais, où on parle de tout et de rien, comme Voilà. d'habitude. Parce que nous refaisons le monde, hein, chaque jour. Ah oui, oui, c'est ça qui est agréable. Voilà, Tu as donc changé ce- un peu ici. Là. Non, non, il y a encore plus de livres. Ah, c'est marrant, parce que j'avais un souvenir de quelque chose de beaucoup plus... Oui, mais non, ça Ah, c'est-à-dire c'est quand vrai. les tentures sont fermées, parce qu'il y a beaucoup de c'est soleil. peut-être ça. C'est peut-être ça, voilà. Ah ouais, parce que j'ai l'impression que ça respire mieux là. Voilà. C'est marrant. Il faut aimer les gens, quoi, cher Willy. Arnaud Delacroix, Philippe Smans, deux personnalités que je tenais à ce qu'elles se rencontrent, parce que ce sont deux personnages que j'adore et que j'aime bien, je l'ai déjà dit moult fois. Philippe est un matheux, un observateur des chiffres et du reste, un autre observateur aussi du monde avec un renard, avec le regard du renard et affûté. C'est un beau jeu de mots. Donc Arnaud Delacroix, je vais dire historien. Est-ce que je peux dire autre chose concernant Arnaud Delacroix? Mais de formation, je suis philosophe en fait. Philosophe, d'accord. Voilà. Mais tu as dévié vers Je- l'histoire. Je me suis passionné de plus en plus pour l'histoire. Voilà. Mais bon, dans mes essais, il y a toujours un peu de philosophie Un peu, qui se glisse, qui Oui, s'infiltre. une belle griffe, quoi. Voilà. C'est, Une belle griffe. bon, même si j'ai jamais attaqué la philosophie de front, je dirais. D'accord. Ça, c'est pas- Et le goût de l'histoire est venu quand, Arnaud? C'est très ancien. Je pense que c'est venu par la lecture. D'accord. Et je me souviens quand j'étais adolescent, j'avais 14 ou 15 ans, ma mère m'avait prêté Les Rois maudits de Maurice Druon. Ah, oui, un grand classique. Et là j'ai été embarqué quoi, dans ces ouvrages. Et je les ai relus il y a 4 ou 5 ans.
Et j'étais toujours complètement scotché. Je trouve que c'est extraordinaire. Oui, il y en a quelques-uns dans la série. Là. Il y a 8 volumes. Ouais, 8 volumes. Et donc ça se passe à l'époque de Philippe le Bel et de ses descendants directs. C'est ça les rois maudits, puisque soi-disant ils auraient été maudits par Jacques de Molay sur le bûcher. Oui, avec les Templiers. Voilà, en 1314. Et bon, en réalité, il y a eu des témoins de ce bûcher. Il y a eu effectivement une déclaration de Jacques de Molay en train de mourir. Mais il a dit qu'il était innocent et qu'il rendait son âme à Dieu, mais il n'a jamais maudit le roi. Mais seulement, le roi est mort dans l'année, le pape également, et donc ça a fait travailler les imaginations. Ça fait vraiment travailler l'imagination. Et Maurice Druon, on rajoute même un troisième, il rajoute un Nogaret, qui était l'âme damnée du roi, qui en réalité était mort 6 mois plus tôt avant le bûcher. Ok, bon, ça faisait bien dans le tableau. Ceci dit, il y a un historien qui a étudié les rois maudits, et qui a montré qu'à peu près tout ce qui figure dans ces romans est exact. Sauf que Druon mettait l'accent sur certains événements plus spectaculaires. Voilà, notamment la fameuse Mao d'Artois, à un moment donné, la tante de Robert d'Artois a pris la parole en pleine église Notre-Dame de Paris pour engueuler le roi, enfin truc. Ça s'est réellement passé, il y a des témoignages de l'époque. Mais bon, voilà, lui il va broder là-dessus, il va mettre ce petit événement-là en exergue. Et voilà. Cet art oratoire que tu l'as senti monter, naître chez toi, à partir de quand? Bon, alors là... Parce que c'est pas donné à tout le monde, Arnaud. Oui, mais écoute, figure-toi que... Enfin, on peut se tutoyer, je pense. Non, mais voilà, que quand j'étais tout jeune, je devais monter déjà sur l'estrade de l'école pour présenter le spectacle annuel. D'accord. Voilà. Si bien que... L'aisance est venue naturellement. Et tu étais naturellement. stressé? Oui, toujours. Je le suis toujours. D'accord. Mais l'aisance est venue naturellement très tôt, quoi. Oui, oui. Je ne sais pas expliquer ça. Non, mais c'est C'est vrai que j'aime bien parler en public. Je pense que tu n'es pas le seul, parce que Philippe aussi a ce plaisir et cette jouissance de pouvoir capter l'attention des gens et de pouvoir développer mille et un sujets, quoi. La lecture, Philippe, c'est né quand chez toi? Très très jeune aussi, hein. C'est à l'école. Je pense qu'en fait, si je devais donner vraiment un moment précis, c'est à l'occasion, en école primaire, et c'était la toute belle époque où à la fin de l'année on recevait des prix. Il y avait une proclamation et puis on recevait des prix, et les prix c'était en général des livres. Et un des livres que j'avais reçu racontait, c'est une histoire pour jeunes, vraiment un peu genre le Club des 5 ou des choses comme ça. Mais ça m'avait vraiment frappé. C'est une histoire qui m'avait vraiment frappé. Il y avait l'histoire d'une plume qui tombait du ciel, et puis il y avait un côté magique, etc. J'avais vraiment été scotché par cette histoire-là. Et ça, je pense que c'est la première fois où j'ai vraiment été scotché par un livre. Il y en a eu beaucoup depuis. Et les chiffres, c'est venu quand aussi? Oh, les chiffres, beaucoup plus tardivement. Hein. Oui. Oui, beaucoup plus tardivement. Et quelle a été l'étincelle? Eh bien, en fait, moi j'ai fait des humanités latin-grec. Comme moi. Oui, et j'étais très mauvais en maths, comme beaucoup d'étudiants en la matière. Bon, pas simplement pas parce qu'on est fondamentalement pas bon en maths, c'est parce que simplement, latin-grec, les profs de maths sont mauvais, ils ne motivent pas, enfin, etc. Et donc mauvais en maths, plutôt bon en langue et en histoire et en français, etc. Et donc moi j'étais catalogué pendant toutes mes humanités comme étant quelqu'un qui doit faire des études littéraires, ou le droit, éventuellement le journalisme, des choses comme ça. Et ça m'a révolté, parce que j'ai horreur d'être mis dans une case. Je comprends. Et par pure révolte, à la fin de mes humanités, j'ai dit je vais faire une année spéciale. Mais c'est uniquement par esprit de fronde, véritablement. Et j'ai eu cette chance inouïe de faire cette année de spécial maths avec des professeurs fantastiques. Mais c'est un choc culturel, hein, parce qu'on passe de 3 heures de maths par semaine à 28 heures de maths par semaine. Donc là, c'est quand même... Alors ça passe ou ça casse. Et en fait, ces profs étaient tellement fantastiques que là, j'ai pris goût aux maths. Vraiment. C'est à ce moment précis-là, après 3 semaines, que j'ai dit, mais finalement, c'est chouette. C'est chouette, les maths.
Et c'est beaucoup plus varié qu'on imagine, parce que les gens se disent 28 heures de maths par semaine, mon Dieu, c'est du... Ouais. Mais en fait, on passe des cours de trigonométrie, à l'analyse, à la géométrie analytique, à l'algèbre, à ceci, ça, etc. Et donc c'est très varié finalement, c'est très, très varié. Et puis voilà, c'est là que j'y ai pris goût. Ouais, 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 Vraiment. Après les études, il y a eu un service militaire? Non. Arnaud non plus. Il y a un moi service j'étais objecteur de conscience. objecteur de conscience. Parce que je pense qu'un service militaire, ça se serait très très mal passé. D'accord. J'ai des soucis si on me donne des ordres. Ah, oui. Voilà, c'est quelque chose pour moi très difficile à supporter. Ah, on s'entendrait bien, parce que moi j'aimais bien, j'étais à la police militaire. Ah, Moi, oui, je me là, suis tu dit, faisais je crois que respecter l'ordre. Ah oui, alors. je vais passer mon service au cachot, c'est pas la peine. Quoi. Ouais. Je préférais faire quelque chose de plus court. T'étais un esprit un peu Constructif. révolté, comme ça, un peu Écoute, anticonformiste. oui, on va dire anticonformiste, parce que je révolté, ça ne sert pas à grand chose, je pense. je ne suis pas révolté. Au contraire, moi je me suis très longtemps, très bien intégré dans le système. Voilà, j'ai fait carrière dans l'édition. Et bon, Ah oui, tu as travaillé chez Casterman, hein, je pense. Notamment, oui. Et donc tu as connu Hergé. Dans toi, plusieurs donc, maisons. Je n'ai pas connu Hergé, c'est un grand regret. J'ai connu de très près, de très nombreux collaborateurs d'Hergé, des gens comme Jacques Martin, créateur d'Alix, Ah oui, oui, oui. dont j'ai été le dernier éditeur. Je l'ai enterré, littéralement. J'y suis pour rien, mais enfin, moi, il avait Ah, déjà un Oui, certain âge. Jacques Martin, c'est un grand classique. ça. Qui est passionné d'histoire aussi. Ah oui, oui, oui. évidemment. Alors, puisque tu parlais de mathématiques, je dois dire, alors moi, contrairement à toi, je réussissais très bien en maths. J'étais en latin grec, bon, peut-être pas difficile de réussir très bien en maths en latin grec. Ah oui. Je pense que c'était pas très poussé. Mais j'ai eu, par contre, quelques bons profs de maths, mais je n'ai jamais aimé les maths. Et donc, au PMS, comme on appelait ça à l'époque, orientation scolaire, on me disait, bah, mais lui, il peut passer en latin maths, en latin sciences. Et pour moi, c'était hors de question, parce que je pensais, les maths, j'ai toujours vu ça comme quelque chose de mensonger. C'est bizarre, mais c'est Ah oui, mais... comme quelque chose qui n'est pas réel, quoi. qui Oui, est- mais effectivement, il y Voilà. a... Ah non, mais ça, je suis tout à fait d'accord Ouais. avec toi. Voilà, Il y a un côté... Alors, moi, je n'aurais pas dit mensonger. Je Oui. dis, il y a un côté surréaliste ou Oui, c'est ça. irréel. Oui, effectivement, non, quand on voit bon, l'idée même de certains principes mathématiques, les asymptotes des courbes Oui. qui se rejoignent à l'infini. Déjà, l'infini Oui. est une idée qui est irréelle. Tout à Alors, fait. bon, on ne sait pas trop, est-ce que ça existe, est-ce que ça n'existe pas, et puis on arrive à des... Alors moi je trouve que ce qui est très beau en mathématiques, c'est que on peut arriver à des absurdités uniquement en appliquant les Oui, règles mathématiques. C'est ça. Donc, Des absurdités en partant d'éléments logiques. Mais oui, c'est ça. Quand on voit par exemple les courbes asymptotiques, Ouais. eh bien, on peut dessiner une figure géométrique qui a en réalité un périmètre infini parce que ces courbes se rejoignent seulement à l'infini. Ouais. Donc tu n'aurais jamais assez de toute ta vie pour faire le tour à pied, mais la surface est finie. Ouais, c'est ça. Et donc on a mathématiquement des surfaces dont le pourtour est absolument infini, mais qui aurait moyen de peindre avec quelques kilos de peinture. Oui, c'est ça. Et ça, c'est voilà un exemple Oui. J'entends. d'absurdité. Oui, Mais moi, je trouve ça poétique. oui, donc voilà. Bon, on peut voir ça comme ça. Mais donc, non, c'est comme dans un domaine qui a un rapport avec la mathématique, mais peut-être un rapport seulement indirect, je ne sais pas. C'est la physique. Oui. Voilà, j'ai été lire un bouquin ou deux de Stephen Hawking, ou d'autres merveilleux. physiciens, ou des gens. J'ai assisté à un exposé d'une conférence d'un professeur qui enseigne la physique à l'université de Genève, et qui était venu à Bruxelles il y a quelques années. Et bon, lui, il s'intéresse beaucoup à la physique quantique, etc. Et il y a quelque chose effectivement de fascinant, Ah oui, c'est fascinant. et en même temps Fascinant. d'irréaliste, oui, tout Ouais, à fait. c'est ça. Irréel, Ouais, oui, oui, absolument. Et irréel parce que simplement Voilà. ça ressort du cadre de ce que l'on peut percevoir, Oui, tout simplement. complètement. Oui. C'est Et de toute façon, la physique, c'est vrai, c'est intimement lié aux mathématiques parce que l'un n'est pas envisageable sans l'autre. oui, c'est ça. En tout cas, la mathématique peut s'envisager sans la physique, mais la physique, maintenant, il faut des outils mathématiques de pointe. Oui. Et certaines disciplines mathématiques ont été d'ailleurs créées comme suite à un besoin pour Pour développer répondre à des un théories besoin. physiques, pour répondre à un besoin. Ah non, la physique de pointe est absolument magnifique, c'est merveilleux aussi. Ah oui, non, c'est complètement fascinant. Ça me donne le vertige. Oui, tout à fait, voilà, c'est ça. Ah, tu parlais tout à l'heure de la notion d'infini. Voilà, en philosophie, on parle comme ça de l'infini, etc. Infini,
étymologiquement, ça veut dire quelque chose qui n'a pas de limite. Hein. Et en même temps, on te dit que l'univers serait infini, mais en même temps qu'il est en expansion. Oui. Et alors tu dis, mais il est en expansion à l'intérieur de quoi? Ça veut dire qu'il y a quand même un dehors à ce moment-là. S'il y a une expansion, ça veut dire qu'il y a un milieu au sein duquel se déroule cette expansion. Mais non, on n'est pas dans quelque chose d'infini à ce moment-là, puisqu'il y a une extériorité. Enfin bon. Mais ça, c'est parce qu'on appréhende ça avec justement notre structure mentale. Voilà, c'est ça. Et cette physique-là ne sait pas s'appréhender avec notre structure mentale. Il faut y aller différemment. Mais pour en revenir à l'infini, les mathématiciens considèrent qu'il y a deux sortes d'infini. Il y a un infini dénombrable, enfin, on va dire un infini plutôt réel et un infini qui consiste à additionner des nombres, ou là c'est autre chose. Mais le fait que l'infini est une notion qui a quand même une réalité, eh bien, tant qu'il est philosophe, il faut retourner au paradoxe de la flèche que tu tires vers un mur. Elle fait d'abord la moitié de la distance, puis encore la moitié de ce qui reste, puis la moitié de ce qui reste, encore la moitié de ce qui reste. Il y aura toujours une moitié. Et donc, on aurait tendance à dire, mais finalement, la flèche n'arrivera jamais au mur. Or, elle y arrive quand même. Voilà la preuve que l'infini a quand même un côté réel. J'ai pratiqué longtemps le tir à l'arc. En plus. Oui, tout à fait. Voilà. Et donc, non, le fait que la flèche arrive quand même sur le mur, c'est bien la preuve qu'il y a un infini qu'on peut appréhender par le monde. Donc, c'est la décomposition du mouvement qui peut aller à l'infini. Exactement. En réalité. Exactement. Extraordinaire. La réflexion philosophique que tu vas te faire sur les mathématiques, c'est quelque chose d'extraordinaire aussi. Tu n'arrêteras jamais si tu veux. C'est vrai. Tu n'arrêteras jamais. Si tu, je vais dire, pars encore dans d'autres débats ou dans d'autres démonstrations de formules géométriques, par exemple le tremplin, peux-tu l'exposer à... Oui, c'est la courbe, j'ai oublié le nom, ça me reviendra. En fait, la question qui se pose est la suivante. Si tu pars d'un point qui est ici, vers un point qui est là, et que tu imagines que c'est une bille qui y va, mais que tu dois tracer la rigole dans laquelle la bille va voyager. Pour arriver le plus vite possible. Et sans frottement, hein, tout ça, donc c'est ce qu'on appelle une expérience de pensée, c'est ce qu'est Time and bien. Eh bien, quelle forme aura la rigole pour que la bille aille le plus rapidement possible de ce point-là à ce point-là. D'accord. Alors, ce n'est pas la ligne droite parce qu'elle va trop lentement au début et il faut en fait partir avec une pente très raide et puis aller vers là. Mais ce qui est de toute beauté, c'est que cette courbe idéale, qui est calculable mathématiquement, va partir de manière très raide et va d'abord passer en dessous du plan horizontal qu'on pourrait tirer à partir du deuxième point. Et quoi, elle acquiert une accélération. Ah oui, c'est ça, c'est pour lui faire acquérir une très grande accélération, et puis elle va littéralement plus bas, et puis elle remonte et elle arrive. C'est un petit peu le principe des sauts en ski, hein. Quand tu les vois, dévaler et puis remonter. Tout à fait. C'est ça. Oui. Mais exactement, oui. Mais tu sais, c'est comme si tu veux aller par exemple en TGV de Bruxelles, enfin en train de Bruxelles à Lucerne, en Suisse, donc Suisse centrale, eh bien le trajet le plus rapide, c'est de prendre un TGV vers Paris, et puis aller Paris-Strasbourg, Strasbourg-Lucerne. Et donc c'est un énorme crochet. Donc la distance est beaucoup plus grande, mais le temps est beaucoup plus petit. C'est ça. Voilà, une autre illustration de ce qui peut paraître paradoxal. Enfin, c'est parce que le réseau ferroviaire français est construit en étoile, dont le centre est Paris. Exactement. C'est la traduction d'un projet politique qui est le centralisme jacobin. Et voilà, c'est ce qui fait que un jour j'étais invité à une conférence à Saint-Quentin dans le nord de la France. Et j'avais décidé d'y aller en train, je suis passé par Paris. Parce qu'il n'y avait pas moyen de faire autrement, c'est absurde. Oui, c'est absurde, mais bon, l'un dans l'autre, Mais c'est la réalité. Et au niveau de l'écologie, on arrive à des paradoxes comme ça aussi, en réalité. Si, quand tu voyages en avion, si tu veux minimiser ton empreinte carbone, dans certains cas, tu as intérêt à passer par des hubs qui te font
une beaucoup plus grande distance parcourue en avion, mais bon, l'un dans l'autre, au total, finalement, tu as quand même une empreinte carbone moindre. Parce que simplement, tu prends des avions qui sont plus remplis, enfin, etc. Et donc, tous ces grands hubs, c'est aussi le même principe. Tu parlais de la Suisse tantôt, Oui. pour aller. Parle-nous de ton expérience de travail en Suisse. Qu'est-ce qui t'a amené là? Mais en fait, je travaillais pour une société ici en Belgique, Schindler, qui fabrique des ascenseurs, mais qui est une société suisse. Et alors, à un moment, j'ai dû travailler sur certains projets qui étaient initiés par des top managers en Suisse. J'ai été en contact avec eux. Et puis il y en a un avec qui le courant a très très bien passé, David Venables, un Anglais, avec qui je suis encore en contact maintenant. Il est retraité. Et comme le courant passait bien, on sentait bien qu'on partageait les mêmes priorités, qu'on avait la même vision des choses. Il m'a dit, ben, tu ne viendrais pas travailler en Suisse. Alors, coup de bol, je venais de divorcer, donc j'étais complètement libre comme l'air. Et j'ai dit, ben oui, d'accord, ça va. Et alors, donc, de 95 à 2000, j'ai été travailler en Suisse. Suisse centrale, hein, la région du Cern. Je ne sais pas si tu as déjà été. C'est magnifique. J'étais à Zurich. Oui. Je ne sais pas si c'est bon. Je suis très mauvais en géographie. C'est quand même à, on va dire, 60, c'est une bonne soixantaine de kilomètres. Donc c'est pas loin quand même. C'est pas très très loin, mais c'est une région magnifique. C'est vraiment... La Suisse en général. Alors, la Suisse est très très belle, mais tu sais, quand je rencontrais des Suisses, des Vaudois ou des Genevois, et quand je leur disais j'habite en Suisse centrale, eux-mêmes avaient une réaction de dire ah oui, évidemment, l'air de dire là c'est la belle partie de la Suisse. Donc pour la majorité des Suisses, c'est vraiment la Suisse centrale qui est la plus belle région de Suisse. Les 4 cantons, hein, avec le lac des 4 cantons, tout ça. Alors c'est la Suisse originelle, c'est-à-dire que c'est là où les premiers confédérés ont prêté serment dans la prairie du Whitley. Et tu le sens vraiment là, hein, parce que eux se considèrent d'ailleurs, les Suisses des cantons qui sont autour de ce lac-là, comme les vrais Suisses. Alors, quand tu vas vers Zurich, Saint-Gall, Winterthur, etc., ça va encore parce que ça fait partie de la Suisse, et puis en plus ils parlent allemand, donc ça va encore. Si tu commences à aller vers la Suisse francophone, Lausanne, Genève, là, du fait qu'ils ne parlent même plus allemand, c'est déjà encore un cran en dessous. Si tu vas vers la Suisse italienne, le Tessin, etc., là, on redescend encore d'un cran. Et si tu sors de la Suisse, là, c'est carrément l'Afrique. Oui. Donc c'était Lucerne, Engelberg, c'était... Lucerne, Engelberg, le canton de Nidwald, Obwald, le canton de Lucerne même, le canton de Uri, Schwyz, tout ça, ce sont les... D'où cette sensibilité pour la Suisse et d'avoir déniché un éditeur suisse pour Oui. Suisse francophone. Suisse francophone. De la région de Lausanne. Ouais. D'accord. Les éditions Au Trouble. Beau titre, beau nom. Oui, et il a vraiment une ligne éditoriale absolument simple et claire. C'est le thriller francophone. D'accord. Donc c'est un personnage qui a simplement observé que beaucoup de thrillers sont en fait anglo-saxons, hein, donc c'est les Tom Clancy, etc. Et que c'est relativement plus pauvre du côté francophone. Et donc il s'est donné comme mission de vraiment promouvoir le thriller francophone. Alors quand on lui a présenté, on va parler un peu de ces 2 livres, Arnaud, quand tu as présenté la liste alpha, oui. Donne-nous un peu le fil conducteur du récit. Eh bien... Tout démarre ici, presque, sous la place. Hein. Oui. Il y a des... partie de l'intrigue se passe ici, une autre partie en Suisse. Et puis, alors on voyage beaucoup dans le monde. Mais l'idée, si tu veux, moi, hein, Arnaud, ce qui me passionne, c'est comme Willy l'a dit, moi je suis passionné de science, de technologie. Et j'adore aussi les romans en suspense. Donc je me suis dit, on va essayer de mêler les deux, on va faire ce qu'on pourrait appeler un techno-thriller. C'est-à-dire vraiment une histoire à suspense, mais basée sur la technologie.
Et donc, l'idée de base, c'est de dire, prenons les développements technologiques récents, dans ce qu'ils ont de percutant, ce qui frappe l'imagination, et imaginons ce que ça peut donner lorsque ça tombe dans des mauvaises mains. D'accord. Bon. Alors, dans le cas de la liste alpha, par exemple, l'idée, c'est de dire les logiciels de recherche, maintenant, à l'heure actuelle, sont tellement puissants que ce n'est plus de la science-fiction que d'imaginer que ces logiciels pourraient te détecter quelque part sur la Terre quelqu'un qui est le meilleur dans un domaine, sans que lui-même n'en soit au courant. Quelqu'un qui est peut-être encore jeune, le fils d'un fermier dans une région désertique du Mexique ou des choses comme ça. Et bon, alors, c'est devenu tellement puissant les logiciels de recherche que c'est plus vraiment de la science-fiction. Et c'est ça que tu mets en scène dans ce roman. Alors c'est ça que je mets en scène. C'est la recherche du... C'est la recherche en fait, donc c'est une association, on va dire, d'écologistes radicaux qui, pour réaliser ces dessins, éprouvent le besoin de chercher des gens qui sont les meilleurs du monde dans leur domaine. Et alors ils subtilisent un logiciel, etc. Je ne peux pas trop dévoiler toute l'intrigue. Pas de divulgation. Non, mais j'aimais bien que tu en parles parce que voilà, on est parti dans un sens, tandis que dans le sens opposé, on n'est pas dans le futur, on est dans la recherche de l'histoire. Oui. Donc là, je vais dire, tu as un regard sur une autre dimension que le futur, mais ce que j'aimais bien un petit peu, c'est l'étincelle qu'il pouvait y avoir entre vous deux, parce que je reviens vers Philippe et toutes ses recherches. Philippe roule en voiture électrique. Pourquoi tu fais ce choix? Depuis 1 an. Depuis 1 an. Mais en fait, avant tout, c'est par amour de la technologie peut-être. De la technologie, oui, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'à un moment, il fallait remplacer la voiture, quoi. Bon, et on s'est dit, tiens, est-ce qu'on n'achèterait pas une voiture électrique? Par pure curiosité. Il n'était pas question à cette époque-là de ce qui vient d'être décidé, et de dire en 2030, il n'y aura plus de diesel. Il n'en était pas encore question. C'était vaguement dans l'air, mais enfin, personne n'imaginait que la décision serait prise 1 an plus tard, quoi. Et donc vraiment, moi j'ai simplement toujours été follement attiré par ce qui est haute technologie, que ce soit les PC, etc., les appareils photo, les smartphones, etc. Donc sans être, comment dire, sans verser dans des excès. Hein. Moi, mon smartphone, sans être le bobo écolo. Oh non, mais je ne change pas de smartphone tous les ans. Ça va pas, ça je le garde 4 ans, 5 ans, voilà. Et j'ai même plutôt tendance à le faire tirer encore. Mais là, j'étais forcé de changer de voiture. J'ai dit à mon épouse, bon, on va prendre une voiture électrique. Voilà. Donc, ça a été le grand saut dans l'inconnu. Alors je m'étais bien renseigné quand même un petit peu avant pour dire est-ce que voilà, c'est jouable, oui, non, etc. Sur les caractéristiques, l'évolution. Ça a terriblement évolué ces derniers temps. C'est une voiture hybride, mais une voiture... Non, 100% électrique. 100% électrique. Alors c'est un rêve. Hein. Après coup, si c'était à refaire, je le referais, mais sans la moindre hésitation. Mais c'est un vrai changement de comportement. Et il faut rapidement changer son comportement. Mais une fois qu'on le fait, ça va, c'est un vrai rêve. J'ai eu un pépin une fois, oui, quand j'étais en baie de Somme. J'ai absolument... Mais c'est de ma faute. C'est de ma faute. J'ai vraiment failli tomber en panne d'électricité. Mais c'est purement de ma faute, c'est parce que je n'avais pas bien regardé l'appli. Il y a des applis maintenant qui te disent, voilà, il faut s'arrêter là, etc. Je n'avais pas bien regardé, on s'est arrêté, et là l'appli me disait, mais bon, il fallait que je regarde la page suivante de l'écran qui disait, oui, le chargeur, il est dans un garage qui est ouvert uniquement jusqu'à 17h. Bon, je suis arrivé, il était 18h, c'était fermé, bon, il a fallu trouver autre chose. L'autre chargeur à proximité, pas de bol, il était en panne, enfin, etc. Donc là, on a dû passer la nuit dans un hôtel alors que ce n'était pas prévu. Mais voilà, bon, sinon, à part ça, moi j'ai déjà roulé 13 000 km sans aucun problème. Et quelle est ta réflexion sur ce phénomène de la voiture électrique? Mais c'est-à-dire, moi, ce qui m'a choqué, c'est l'obligation imposée à la population bruxelloise d'acquérir ce véhicule, ce type de véhicule.
Et je pense que ça ne se fera pas sans casse. C'est peut-être littéralement. Oui, ça risque de priver pas mal de monde Voilà, de moyens de c'est- locomotion. Je pense, et je crains qu'on aille alors vers une espèce de c'est un truisme de dire ça, mais d'une société à deux vitesses. C'est le cas, oui. Et ne penses-tu pas sans que- mauvais jeu de mots. Oui, Et, mais Mais ne voilà. penses-tu pas qu'il va y avoir une démocratisation en ce qui concerne le produit, donc une baisse de prix qui va permettre Peut-être. de mettre à portée des bourses moins nanties, je veux C'est dire, ce possible. type de moyens. Je constate, j'observe que les obligations qui nous sont faites par l'environnement, ou plutôt par des partis politiques qui prétendent, qui affirment se faire les traducteurs des exigences environnementales, se soldent par des mesures que je trouve antisociales. D'accord. Et c'est pas seulement la voiture électrique, ça va être aussi l'isolation thermique obligatoire Oui, bien sûr. des maisons. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est beaucoup de gens ne seront pas en mesure de faire ces travaux, et donc on va les taxer. Et là, il y a quelque chose de très très hypocrite, je trouve. Oui, oui. C'est-à-dire, c'est un license to kill, une permission de polluer payante. Mhm. Je vois ça, je vais aller en France, il y a une éco-vignette maintenant obligatoire pour traverser les Ouais. grandes villes de France. Exact. Ça coûte 2,50 € ou quelque chose comme ça. Si vous ne l'avez pas acquise et qu'on vous prend en flagrant délit, c'est 68 € d'amende, etc. Je doute fort que ces montants additionnés servent jamais la cause de l'environnement. Voilà, je pense que ce sont des biais pour Mais je pense à pour taxer la population, tout simplement. Voilà, comme on sait bien qu'il y a un marché spéculatif sur les autorisations de polluer des entreprises. Oui, bien sûr. Ça fait l'objet d'un marché particulier. Ouais, ça, c'est- Et elle a quelque chose d'un peu hallucinant, si on prend la peine d'y réfléchir. Mhm. Et je dis, la cause environnementale dans tout ça, voilà, j'ai des doutes. Mais je conçois très bien qu'à titre d'amateur de haute technologie, on préfère un véhicule électrique à un véhicule à essence non, mais ou à diesel, etc. Tu vois, ce n'est pas sous cet angle-là que j'approche cette question. Voilà. Mais je pense que tout changement présente toujours un côté un petit peu douloureux. Et alors d'ailleurs, il y a une résistance au changement qui est assez importante. Bon, maintenant, il faut vraiment relativiser les choses, hein, parce que pour l'instant, c'est vrai que les voitures électriques sont nettement plus chères que leurs équivalents thermiques, mais c'est en train de fondre comme neige au soleil. Et à mon avis, dans 2 ans, grand maximum 3 ans, les prix seront équivalents. Tant mieux. Donc il va y avoir Si c'est le cas, tant mieux. pendant 2-3 ans, c'est vrai que là tu vas avoir une espèce de fracture, mais dans 3 ans ça sera tout à fait résolu. Le phénomène a été le même au début des smartphones. C'était que les gens vraiment aisés qui pouvaient se payer un smartphone. Oui. Ben, maintenant tout le monde en a. Et je crois que la voiture électrique, au final, non seulement ne reviendra pas plus cher que la voiture thermique, mais reviendra nettement moins cher. En tout cas, à l'usage. Alors, je pense qu'il y a aussi à chaque usage. un leurre, encore une fois, au plan environnemental, de penser que c'est une voiture non polluante. Parce Elle pollue. elle pollue moins, mais Oui, elle pollue. Elle pollue quand même. C'est comme voilà, mais ça, beaucoup de je gens, suis- dans l'imaginaire sociétal aujourd'hui, on pense que parce qu'on communique via Internet, le smartphone, etc., il n'y a pas de traces papier, nous sommes environ Ah, bien de sûr. papier ici. Il y a zéro monsieur- pollution. mais Ce il y n'est a- pas vrai. non, Il y a des chauffeurs un quelque email, part. Ce n'est pas le cas du un tout. email consomme quelques grammes de CO2. etc. Voilà, je veux dire, Seulement, ce qui est malhonnête, par contre, Ouais. ce sont les gens qui... Et il y a eu le même phénomène au début des emails. Tu as des gens qui vont affirmer que, oui, mais l'email pollue quand même. C'est vrai, un email pollue quand même. Alors, ils vont tordre les chiffres, etc., pour dire, bon, voilà. Ok, mais quand on aligne honnêtement les chiffres, la pollution générée par un email, c'est 150, 200 fois moins que si on voulait envoyer le même message sur papier, par la poste, etc. Oui. Donc oui, ça pollue, mais vraiment beaucoup moins. Vraiment beaucoup moins. Enfin, si Alors on- c'est ça si qu'il on- faut Si dire. on multiplie ces messages, parce que je pense qu'on s'adonne aujourd'hui à beaucoup plus de messages qu'auparavant. Quand tu devais écrire une lettre, ça demande une démarche
un investissement, tout à fait. etc. L'email, je suis devant mon clavier, tac, tac, c'est parti. Tout à fait. C'est- Mais Donc, effectivement, on est maintenant, peut-être dans une société paperless, mais c'est aussi une société où les messages se sont multipliés. On sait bien qu'aujourd'hui, dans un entretien d'embauche pour une entreprise, ben, une des épreuves, ce sera de vous mettre devant un flot, une cascade d'emails et de demander au candidat impétrant à l'entreprise de faire son choix. Et de dire, ben, j'ai ici 300 emails, qu'est-ce que je fais? qu'est-ce que je fais? Oui, mais ça, Oui, c'est finement observé. Parce que c'est devenu une vraie question. Alors, ça, c'est finement observé. Je pense que dans le cas des emails, quand même, globalement, même en tenant compte de l'explosion du volume d'emails, ça reste quand même encore favorable. Par contre, ce qui m'inquiète beaucoup plus, c'est l'énergie consommée uniquement pour le mining des crypto-monnaies. Là, j'ai vu des chiffres, c'est absolument phénoménal. Ouais, j'ai entendu ça. C'est vraiment, vraiment, vraiment phénoménal. Pour rien, finalement. Parce que les crypto-monnaies, ça reste quand même quelque chose... Un objet spéculatif. C'est un objet purement spéculatif. Et là, la quantité d'énergie et de serveurs et d'énergie bouffée par ces serveurs, rien que pour assurer que ce système tient la route, là, c'est vraiment des ordres de grandeur au-dessus de ce qui est consommé pour les emails et pour les recherches Google, etc. Ça me préoccupe beaucoup plus. Mais donc, alors, pour en revenir au bas, donc en fait, tout est dans la manière de présenter les choses. Si tu te contentes de dire l'email pollue, c'est pas aussi complet comme affirmation que de dire l'email pollue, mais pollue nettement moins, etc. Et la voiture électrique, c'est exactement la même chose. C'est évident qu'elle pollue. Sur un cycle de vie complet, on a des chiffres très concordants d'ailleurs selon les universités. Mais c'est 3 fois moins, 3 à 4 fois moins sur un cycle de vie complet qu'une voiture thermique. Je pense que nous assistons aujourd'hui dans beaucoup de domaines, et ça en est un parmi beaucoup d'autres, à des batailles de chiffres. Hein? Voilà, où des experts et des contre-experts s'affrontent à coups de chiffres. Et il me revient en tête une phrase d'un philosophe, Nietzsche, qui disait déjà, au tournant du 19e et du 20e siècle, hein, puisqu'il est devenu fou en 1900, c'est une date, un point de repère, il n'y a pas de fait, il n'y a que des interprétations. Alors, c'est une phrase très discutable, et tout Nietzsche est très discutable, en fait c'est ça qui le rend passionnant aussi, parce qu'alors il faut la pousser jusque dans ses ultimes conséquences, et se dire que mais s'il n'y a pas de fait et qu'il n'y a que des interprétations, ben, cette phrase elle-même, elle ne tient pas, puisqu'elle ne représenterait pas un fait, mais uniquement une interprétation. Ceci dit, ça nous met dans ce règne dans lequel nous sommes aujourd'hui tombés, dans lequel le monde est... un monde nouveau est advenu, qui est celui des, on peut dire, des fake news, de la post-vérité, le régime de la post-vérité. Oui, parce que et là, on est beaucoup là-dedans. Hein. Parce que non seulement la quantité de chiffres explose, les données, la quantité de données dont tu peux prendre n'importe quel sujet, tu passes une demi-journée sur Internet, tu vas accumuler une quantité de données et de chiffres absolument phénoménale. J'avais lu ça, c'est les bilans de certaines entreprises, je ne sais plus si c'était l'entreprise du style IBM, lire le bilan annuel, il faudrait 10 ans d'une vie pour le lire de la première à la dernière page. Voilà, ce chiffre est peut-être faux, hein, mais c'était des choses analogues, équivalentes en tout cas. Il y a des documents parfois qui donnent effectivement le vertige. C'est le cas aussi dans certains procès, où on vous dit il y a 23 volumes de 2000 pages pour parler de cette affaire. Tu vois un être humain, on n'est plus à l'échelle humaine en fait. Et c'est là qu'il y a... Et ça, évidemment, une sorte d'inquiétude qui peut naître. Oui. Des choses qui nous échappent. Ce qui est quand même paradoxal, parce que quand prenons un recul historique, on vit quand même à ce point de vue-là une époque que je trouve merveilleuse, avec des dangers, mais merveilleuse, parce que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on a tout ce qu'il faut comme information à portée de main. Et ça a changé à l'échelle d'une vie. Moi, je me souviens, quand moi j'étais enfant, si je devais faire une dissertation sur un sujet, c'était la croix et la bannière. Je devais d'abord aller dans une librairie, une bibliothèque, il fallait que le livre soit encore etc., etc. Maintenant, tu me donnes n'importe quel sujet à un enfant de primaire ou d'humanité, et clac, en 3 heures, il te fait un truc bien ficelé. Le paradoxe, c'est que cette...
je dirais, cette information qui est à notre portée Oui, en tout 2 à fait. clics, en même temps se retourne. Parce qu'effectivement, il peut y avoir un trop-plein d'informations. Évidemment. Oui, mais c'est là que vient justement l'humain, c'est qu'il va pouvoir faire un tri Voilà, et donner sa propre sensibilité une sélection. et faire la sélection qui va voir, tiens, l'histoire sous le regard d'Arnaud. Oui, Et ça, c'est important. oui. Mais c'est complexe. C'est complexe. Je suis un peu mari de voir certains ouvrages d'historiens ou d'historiennes aujourd'hui être une accumulation de De Wikipédia, quoi. références. Oui, oui. Oui, c'est-à-dire que finalement les notes en bas de page prennent plus de place que le corps du texte lui-même. Il suffit de prendre le livre en main pour s'en rendre compte. Hein, c'est dans un plus petit caractère, donc on peut ça, jouer c'est là-dessus. ça. Mais ça veut dire que finalement, je ne suis plus un locuteur valable. J'ai besoin de béquilles, mais par milliers. Oui, C'est-à-dire tous les ouvrages sur ce sujet, ce point de détail. Oui, mais ça c'est Je vois, spécifique. voilà, à- je suis en train de lire des articles sur les Templiers, parce que je m'intéresse de nouveau, j'ai écrit plusieurs fois sur les Templiers. Je suis en train de lire un article scientifique, entre guillemets, hein, enfin, l'histoire est une science humaine, et l'autrice de cet article cite sur le moindre point, et elle met un point d'honneur à ça, et je pense que c'est parce qu'elle a besoin d'une validation. 10 articles. Et il y a quelque chose de vertigineux là aussi, parce que où est-ce que je peux m'arrêter? Jamais. Parce que le moindre point, c'est-à-dire le drapeau des Templiers, le temps qu'ils faisaient en Syrie Palestine ce jour-là, etc., il y a des témoignages contradictoires à ce sujet, etc. Et, voilà. Et donc j'accumule. Et en même temps, de mon propos, quand je lis cet article, je me dis, mais qu'est-ce que l'auteur de cet article m'apporte? Oui. Parfois rien. Il n'y a pas Elle a d'âme. juste prouvé à ses pairs qu'elle était capable de maîtriser une bibliographie conséquente et de tracer un chemin, pas son chemin, mais un chemin à travers Et de cette respecter bibliographie. Qu'elle était une bonne archiviste. Oui, tout à fait, c'est norme académique. Ouais. Et donc, tu te dis, mais voilà, ici une vingtaine de pages, avec 200 références qui portent sur un point de détail, les uniformes que portaient les chevaliers du Temple à telle époque, à tel endroit, et finalement, ça ne m'apporte pas grand-chose, mais ça crée l'illusion Oui, 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 de quelque c'est- chose. Voilà. c'est- Mon exemple est peut-être un peu caricatural, mais j'en vois beaucoup. J'en vois beaucoup. Je vois beaucoup d'essais qui paraissent, je ne vais pas citer de nom, mais certains philosophes, entre guillemets, qui publient une brique ou 2 par an, visiblement qui sont des ouvrages dictés, et on se dit en les lisant, enfin je me dis en tout cas en les lisant, ceci aurait pu faire l'objet d'un article intéressant d'une vingtaine de pages, et c'est un livre de 500 pages. Oui. Mais quelle Ils n'ont pas été à l'essentiel. perte quoi. d'énergie et de temps, Oui. pour toute une série de raisons. Cette personne est très médiatisée, elle doit produire son pavé ou ses 2 pavés par an, et voilà. Et en fait, là aussi j'apprends finalement très très peu de choses, les idées développées sont Mais minimes. Et ça c'est ce paradoxe, qu'il y a Ah oui. une multiplication, une intensification, tout est à portée de main, et en même temps, ce tout constitue un trop-plein. On dit souvent, je suis saturé d'informations. Ah ouais. C'est Umberto Eco qui en avait déjà bien parlé de ce vertige, qui avait dit aujourd'hui, le job, ce n'est plus d'accumuler de l'information, Non. c'est Ça ne au m'a plus de la contraire chercher. de elle est là. de serrer Je sais. et d'en détruire, c'est-à-dire, en tout cas d'ignorer, de De faire la- un travail négatif. De la traiter valablement, Oui. disons. Oui. Parce que le fait qu'il y ait... Mais il s'agit de faire son chemin en disant aussi ça et ça et ça sur Internet. Internet, pour moi, c'est une poubelle. Et dans cette poubelle, il y a des trésors, il y a des pépites, mais il y a aussi des ordures. Et je pense qu'il y a une formation nécessaire. Ah oui, Comme mais- il y avait une formation nécessaire au travail de recherche en bibliothèque, tous les ouvrages imprimés n'étaient pas valables pour autant. Il y a une formation nécessaire, la recherche sur Internet. J'ai donné cours pendant des années, je vois parfois des personnes, et ce n'est pas spécifiquement des jeunes, ça peut être des gens d'un certain âge aussi, qui traitent de la même façon une vidéo réalisée par un aimable fantaisiste au fin fond du Canada, qui a des idées Ouais, un peu complotistes, illuminé, machin, et un physicien qui parle sur un sujet équivalent, et tout ça est mis sur le même plan. Ouais, c'est ça. Parce que c'est ça Internet aussi. Mais les Il n'y a, jeunes- il y a les pas jeunes un sont- signal qui vous dit ça vaut 10, et ça je vaut pense que 0. le plus bel exemple, Voilà. un petit peu de ce tri, Ce tri, voilà. Un C'est- travail de tri, oui. c'est en cuisine. Le chef Mhm. qui va au marché vespéral
donne justement, quelques heures après, son âme de chef, c'est parce qu'il a été faire un tri au marché vespéral qu'il est revenu avec ses cajots et ses quelques paniers dans sa petite fourgonnette et qui te prépare un repas extraordinaire. Donc là aussi, c'est comme dans ce que tu viens de dire, nous avons à faire un choix, à faire un tri pour déguster le meilleur de quelque chose et non pas ramener tout le marché vespéral pour engouffrer et goinfrer le lecteur ou bien le spectateur d'une série d'informations. Donc je trouve qu'en cuisine, c'est un bel exemple, quoi. Ce choix est difficile et il est pesant. Oui. Il y a une espèce de fatigue de vivre aussi qui se fait jour, dans le sens où on requiert du citoyen ou de la citoyenne de prendre des décisions continuelles, des décisions de tri. Vais-je faire ceci? Vais-je acheter cette voiture-là ou celle-ci? Quelle est la bonne décision ou la décision optimale, on va dire, pour utiliser un terme qu'affectionnait Leibniz par exemple. Et c'est très très fatigant de faire ce travail continuel. Oui, tout à fait. Quel avion vais-je prendre ou ne pas prendre? Qu'est-ce que je vais manger ou ne pas manger, etc. Tout à fait. Et c'est et alors, c'est devenu... Évidemment, quand on voit cette masse d'informations, moi ça ne me surprend pas le déluge de fake news qu'il y a, parce qu'au plus tu as des informations, au plus tu donnes la possibilité aux gens de picorer par-ci par-là uniquement l'information qui va conforter leur position ou leur théorie. Alors ça c'est très intéressant, ce que tu dis là. C'était la méthode de lecture d'Hitler. Ah oui. Hitler s'exprime dans Mein Kampf. Tu as démarré tout à l'heure cette rencontre sur la lecture. C'était un grand lecteur. Cet homme qui a fait détruire beaucoup de livres était un lecteur boulimique et il passait une bonne partie de la nuit à lire. Aujourd'hui, on recompose peu à peu sa bibliothèque, puisque les livres qui avaient été confisqués par des soldats américains à Berchtesgaden et ailleurs, à Berlin et tout, peu à peu, ces soldats décèdent et leurs veuves renvoient ces livres, souvent, à la bibliothèque du Congrès, la Library of Congress. Et donc, peu à peu, la bibliothèque d'Hitler est en train de se reconstituer. Et ce n'était même pas une lecture sélective. Il lisait Alors, beaucoup et après, il extrayait. Alors, il ne lisait jamais un livre intégralement. Il allait chercher ce qu'il appréciait, les idées qu'il appréciait. Et il expose cette méthode de lecture dans Mein Kampf. Donc, merci beaucoup. Une lecture exactement ce que tu viens de dire, c'est-à-dire conforter ses propres idées. Donc, dans un livre, il butinait ce qui lui convenait. C'est une manière de ne pas s'ouvrir à l'esprit. Évidemment. Voilà. Et malheureusement aussi, ce qui est utilisé par en tout cas les adeptes des théories du complot, c'est simplement le fait que un expert, même le meilleur du monde, peut se tromper. Bien sûr. Et donc, on va prendre des paroles d'un expert qui, même par après, aura fait son mea culpa, mais on va remonter dans le temps et on va dire, oui, mais un tel, qui est quand même un expert mondial, a dit ceci, vous voyez que ceci... l'étiquette expert, c'est terrible pour l'instant, c'est terrible. Ça doit être très très lourd à porter, parce que moi, je ne voudrais pas être perçu comme étant un expert, parce que je sais que l'erreur est humaine. Bien sûr. Et voilà, malheureusement... je pense qu'il y a une difficulté aussi dans l'esprit humain d'admettre des coïncidences. Et la tendance, la pente qui consiste à traiter le réel comme une œuvre de fiction, c'est-à-dire comme un thriller. Je pense à un événement bien précis que Clint Eastwood a traité dans un de ses films, que je n'ai pas vu d'ailleurs. Mais c'est l'histoire du type qui s'est mis à vouloir assassiner des gens à bord d'un train. Et il y avait justement 3 soldats américains dans le compartiment voisin. Et ils ont pu se précipiter sur le bonhomme et mettre fin à ses agissements. Et là, on se dit, mais ça n'est pas possible. Comment est-ce que dans le même train et dans le même compartiment se trouve un terroriste et 3 soldats américains? Et ça, dans une œuvre de fiction, ce serait très difficile à faire passer. Dans un scénario de film, on se dirait, oh là là, le scénariste là, qu'est-ce qu'il m'a... Mais c'est trop gros, dans la réalité, ça s'est passé. Des choses comme ça se passent. Et là, l'esprit humain, il a cette pente complotiste en lui, qui est une pente en fait logique. C'est à chercher aux événements qui paraissent incroyables ou inexplicables
une explication et une rationalité. Et c'est un travers ça qui humain, génère. C'est un travers humain. Voilà, absolument. Et Thierry Maugenest, hein, avec qui on a discuté avec Willy l'autre jour, qui a écrit un livre très sympa qui s'appelle Le terrain d'hypocrite. C'est un livre qui traite de toutes les manipulations par les chiffres. Et manipulations volontaires ou alors parfois pas volontaires. Mais ce que tu mentionnes là, Arnaud, c'est l'illustration du fait que corrélation n'est pas causalité. Simplement, les économistes, eux, ils disent concomitance n'est pas causalité. C'est pas parce que tu as deux événements qui se produisent en même temps que tu as un lien de cause à effet de l'un avec l'autre. Et moi, je me souviens que mon professeur de statistique à l'université, il avait illustré ça, parce qu'on calcule des coefficients de corrélation statistique. Le drame et tu peux avoir un coefficient de corrélation, enfin aligner des chiffres. Il avait dit, mais méfiez-vous, corrélation, ce n'est pas causalité. Et il avait pris un exemple simple où il nous avait montré les chiffres. Il avait dit, regardez, voilà les chiffres des naissances dans la période qui suit la guerre, immédiatement. Bon, tu voyais, ça augmente. Et, pour une raison qu'on ignore, le nombre de cigognes augmentait aussi. C'est ça. Tu mets les deux courbes, elles sont merveilleusement corrélées, magnifiquement corrélées. Et vous voyez, corrélation n'est pas causalité. Mais bon, voilà. Un esprit simple dire, ah ben c'est logique, hein, évidemment, il y avait plus de cigognes, donc... Non, il y a beaucoup de statistiques qui ont été croisées comme ça, oui, qui prouvent par exemple que si vous allez régulièrement à la messe, vous vivez plus longtemps. Si vous fumez le cigare, il vous arrive ceci. Voilà. Mais il y a aussi de vrais croisements. Par exemple, on sait aujourd'hui, et là il semble qu'il y ait une corrélation, que les années de vie qui ont été gagnées, enfin bon là maintenant je crois qu'on est arrivé à un palier et qu'on commence à en reperdre, notamment aux États-Unis. Mais donc on vivait un an de plus, je crois, tous les 10 ans en moyenne. Mais on pouvait corréler ça avec le temps passé devant la télévision. Donc, parce que les personnes âgées passaient leur journée, ou une bonne partie de leur journée, devant l'écran de télé. Voilà. Et donc tu te dis, ben, cette année de vie gagnée, elle peut être corrélée avec Les amis, je pense qu'on va bientôt atterrir, parce que je pense, moi ça ne me dérange pas, mais quel eût été le 14e complot qui a fait l'histoire? Parce que tu en as sélectionné 13 là, et tu te dis, bon sang, bonsoir. Celui-là, j'aurais quand même pu le mettre. Lequel? Oula. Un vrai? Oui, parce que... Alors, dans ce livre, 13 complots qui ont fait l'histoire, j'ai pris le parti de choisir des complots réels. Par exemple, l'assassinat de César. C'est un complot qui a effectivement eu lieu et qui est bien documenté. On connaît les noms des comploteurs, on connaît le nom de la victime, et on connaît les objectifs des comploteurs. Objectifs qui n'ont pas réussi à accomplir puisqu'ils ils considéraient César comme un dictateur qui était en train de se positionner en tant qu'impérator, qu'empereur. Pour eux c'était insupportable, ils voulaient retourner à la République. Et en fait, le résultat de toute cette opération, l'assassinat de César, ça a été de basculer de plein pied dans l'Empire romain. L'Empire romain débute à ce moment-là. Voilà, César était un empereur de fait, mais pas de nom. Il n'avait jamais osé porter ce titre. Après lui, ça va se passer avec Octave Auguste, etc. Voilà, et j'ai aussi pris des complots imaginaires. Par exemple, voilà, exemple de corrélation. Quand la grande peste a fait disparaître un tiers de la population européenne dans les années 1348, on ne connaissait pas l'existence des microbes, etc. Et donc on s'est dit, mais ce sont les lépreux et les juifs qui empoisonnent les puits. Et ça s'est soldé, notamment ici à Bruxelles, il y a la communauté juive, plusieurs centaines de personnes ont été tuées. Alors même que Bruxelles avait été épargnée par la peste. Mais bon, il vaut mieux parfois une action préventive. Enfin, c'est du bon droit. Mais, donc voilà, un exemple de fausse corrélation, avec des faux à la clé. Hein. Il y avait déjà des fake news. Il y avait des lettres écrites avec des ordres pour empoisonner les puits. On a retrouvé ça. C'est assez fou. Et troisième sorte de complot, en dehors du complot réel, du complot imaginaire, des complots spécieux. Exemple, l'assassinat de Kennedy, pour certains auteurs, comme Taguieff par exemple, il va de soi que c'est un complot. Pour d'autres, c'est le fruit d'idées complotistes, qui
tiennent toujours à la version officielle. Il y a eu un seul tueur, c'est un homme isolé qui a agi de son propre chef. Voilà. Question qui reste pendante, hein, mais enfin, on peut probablement exercer un certain nombre de doutes. C'est probablement un sujet qui... Voilà, c'est un sujet, il y a des gens qui divise qui vraiment ont encore à la passé rue. des années. Il y a des passionnés de l'assassinat de Kennedy qui, pendant des années, recherchent Voilà. Et alors, je me suis intéressé beaucoup à un complot spécifiquement belge, qui est l'affaire des tueurs du Brabant. Voilà. Je pense que c'est le fruit d'un complot. On peut émettre, même si c'est de l'histoire immédiate, enfin l'histoire contemporaine en tout cas, on peut émettre des hypothèses, à condition de les présenter comme telles. Pas dire, c'est ça. Non. Oui. Les Voici- complots, donc dans voici une la hypothèse. définition de complot, il y a une finalité. Voilà. Et Il y a un dans les objectif. tueurs des Brabants, la finalité c'était quoi? Renverser l'État Non, ça prend place, à mon sens, dans un climat qui sont les années de plomb et qui permettent de créer ce qu'on appelle la stratégie de la tension. Ouais. Et donc effectivement une espèce de déstabilisation. Pour que l'extrême droite Un arrive au régime. pouvoir. Quoi. Pas spécifiquement l'extrême droite, non, c'est plutôt la crainte que des partis de type communiste arrivent au pouvoir. Ce n'est pas tout à fait par hasard, je pense, qu'il y a des actions similaires qui se déroulent à la même époque en Italie, en Allemagne, en Belgique et dans d'autres pays. Voilà. Et donc, je ne suis pas seul à émettre cette hypothèse, qui explique aussi, je pense, qu'elle est une hypothèse qui est productive, dans le sens où elle explique aussi pour quelles raisons, après 2 commissions d'enquête parlementaires et des années d'enquête avec un nombre très important d'enquêteurs, on soit arrivé à un résultat équivalent à 0. Précisément parce que si c'est le fait d'une instigation par des services secrets d'un pays allié, puissant et étranger, eh bien évidemment on ne va jamais remonter à la source. Jamais, jamais. Voilà. C'est une hypothèse. Je l'argumente par un certain nombre d'éléments qui me paraissent rationnels. Le fait par exemple qu'il y a des butins de très peu d'importance, et je les cite en faisant des comparaisons, notamment avec à l'époque les attaques de fourgons par la bande à Mers, qui en un jour rapportent plus comme butin que toutes les opérations des tueurs qui par contre agissent de manière extrêmement professionnelle. Jamais ne sont pris les 28 personnes mortes sur le carreau, etc. Ça pose beaucoup de questions. La thèse officielle, entre guillemets, des prédateurs, n'est-ce pas, c'est un peu particulier. Je dis, voilà des prédateurs qui ramassent un bien maigre butin. Oui, c'était du café et quelques bouteilles. Parfois, c'est arrivé. Parfois, il y a eu de l'argent, des billets de banque, etc. Mais il y a eu aussi parfois un peu de champagne, des assiettes précieuses à l'auberge de Bercel, etc. Bon, c'est quand même, ça pose vraiment une question. Et il y a des événements similaires, je crois qu'il faut contextualiser. C'est comme les Templiers. Mon travail, ça a été sur les Templiers de contextualiser. L'ordre du Temple apparaît une vingtaine d'années après la prise de Jérusalem par les croisés. Il disparaît une vingtaine d'années après la perte de la dernière possession franque en Terre Sainte, le port, forteresse de Saint-Jean d'Acre. Ouais. Ça n'est pas par hasard. Pour comprendre l'histoire de l'ordre du Temple, il faut se replonger dans l'histoire des croisades. Pour comprendre l'histoire des tueurs du Brabant, il faut se replonger dans ce que c'est. C'est un travail d'historien le monde à l'époque. Ah ben complètement, oui. Et c'est un travail d'historien qui applique une forme de méthode scientifique finalement. Qui tente, effectivement, en tout cas, une méthode d'investigation rationnelle, je dirais. Voilà. Rationnelle, et tout ceci m'a permis de ne pas répondre à la question. Parce qu'en fait, c'est vrai que ce sont mes 13 complots préférés. Ah, les 13... Oui, mais quand il en manque certaines. Oui, ce sont les 13 complots préférés. Il y en a un, tu avais une frustration par rapport à... Non, mais c'est-à-dire que, oui, j'ai une frustration. Parce que je sais que nous n'avons qu'une vie. Donc c'est vrai que tu n'aurais pas pu développer les 13 complots. Il y avait moyen d'aller beaucoup plus loin. Voilà. Par exemple aussi, j'aurais pu parler de l'incendie du Reichstag, qui reste aujourd'hui une énigme historique. Pour beaucoup d'auteurs, d'historiens, ça ne fait pas l'ombre d'un pli, c'est le fait des nazis, mais en même temps il reste un doute. À Nuremberg, Göring n'a jamais avoué cette affaire. Pourquoi? Il n'avait quand même plus rien à perdre. Et donc, est-ce que c'est pas quand même quelque chose? Ou alors c'est plus complexe que ça. C'est pas ce communiste hollandais qui a bien mis le feu, mais qu'on l'aurait laissé faire, parce que ça arrangeait. C'est un peu la thèse à propos du 11 septembre. Il y a la thèse officielle, voilà, c'est Al-Qaïda et les services secrets américains ne savaient rien, le gouvernement américain ne savait rien.
il y a la thèse complotiste, c'est les Américains qui ont fait le bazar. Oui. Hein. Voilà, parce que c'était utile à leur projet géopolitique. Et il y a entre les deux. Et il y a entre les deux, je trouve ça intéressant. Volontairement réagi trop tardivement. Ou ils ont On laissé aurait faire, pu laisser faire parce que ça pouvait provoquer des bénéfices secondaires importants. Voilà, c'est une question qui se pose d'ailleurs toujours aujourd'hui à propos du bombardement de Pearl Harbor par les Japonais. Hein. On sait bien que Roosevelt, depuis le début de la guerre, est en contact téléphonique direct et pas par la voie diplomatique avec Churchill. On sait que Churchill n'attend qu'une chose, c'est que les Américains entrent en guerre. Mais l'opinion publique américaine, drivée notamment par un héros de l'aviation, je ne reviens plus sur son nom, Lindbergh, et par des patrons d'entreprises comme Ford, etc., ne voulaient absolument pas que les États-Unis interviennent. C'est une guerre. In Europe, c'est une affaire d'Européens. Et ces gens sont par ailleurs des admirateurs d'Hitler. Bon. Et Pearl Harbor, là, tout bascule. Là, à ce moment-là, l'opinion publique américaine se retourne d'un seul coup. Parce qu'on a... C'était l'événement rêvé. Et Roosevelt a été très malin aussi. Il a attendu à ce moment-là que Hitler déclare la guerre aux États-Unis. Lui n'a pas déclaré la guerre aux États-Unis. Mais comme Hitler se sentait lié par ses, je dirais, pactes avec les Japonais, il a déclaré la guerre aux États-Unis. Et là, voilà, bingo, c'était fait. Donc, on peut se demander si il n'y a pas un certain niveau de pouvoir aux États-Unis, l'information n'avait pas transpiré et que on se serait dit, ben, finalement, on va sacrifier quelques... Mais les théories du centaines complot, de ce sont des sources d'inspiration quand même fantastiques pour des romans. Tu devrais te lancer fait. dans les romans Alors, à suspense. mon ça rêve, alimente... tu as raison. Mon rêve, ce serait d'écrire un jour un roman. Ah ouais. Voilà. Un Mais, bon roman, je ne suis pas sûr d'en être capable. Je pense que moi je vais te rassurer, ce que tu nous lances toujours comme un pas, Oui. me dis bon sang de bonsoir, allez, bouge-toi. Hein. J'aimais bien que vous vous rencontriez l'un et l'autre parce que tu vois, tu viens de vivre un bon moment, des bonnes minutes avec Arnaud. Oui. C'est le champion du storytelling. Hein. Ah, c'est un bon storyteller, effectivement. Tu vois, parce que Philippe développe ça aussi dans l'enseignement qu'il donne. Non, mais attends, j'ai beaucoup apprécié de l'écouter également. Voilà, mais donc c'est ça un petit peu, tu vois, c'est cette symbiose-là entre les deux que je voulais faire naître un petit peu, c'est découvrir deux personnages tout à fait diamétralement opposés, mais qui a, je vais dire, il y a de solides crochets qui peuvent vous rapprocher. Oui. Ah oui, non, on a sûrement des passions communes. Hein. Tout à fait. Mais faut les Un découvrir. homme qui aime Pink Floyd ne saurait pas être un mauvais homme. Hein. Sur cette bonne parole, je pense qu'on va atterrir. Arnaud, je te remercie d'avoir consacré ton temps à venir causer avec nous. Avec grand plaisir. Philippe, je te remercie aussi de t'être privé de vacances et d'être venu nous voir, mais bon, compte tenu qu'on avait rendez-vous avec la pluie, il ne faut pas regretter le soleil. Quoi. Eh bien, un Mes moment amis, très agréable. Je vous remercie beaucoup tous les deux. Merci beaucoup, Willy. Merci beaucoup.